Hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre chaleureux accueil pour le premier épisode du podcast. Vos commentaires, vos partages, vos petits mots sont très appréciables et permettent de soutenir gratuitement le podcast, donc vraiment merci du fond du cœur. Pour cet épisode, la présentation est spéciale pour moi car Mamie Jo a une histoire toute particulière avec le podcast by Steph. C'est lors de ma première rencontre avec elle que j'ai pris la décision de créer ce podcast. Oui. J'ai échangé avec elle lors d'une soirée d'entrepreneuse et ces mots si bienveillants et rassurants m'ont même émue aux larmes. Mamie Jo n'est pas une mamie comme les autres. Vous l'avez peut-être déjà vue sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé puisqu'elle fait partie des tricoteuses des mains de mamie co-créée par Aurélie de Barros. Cette mamie au grand cœur nous apprend avec humilité comment arrêter de se prendre la tête, comment faire pour réduire stress et anxiété. De par sa philosophie de vie et son expérience, elle regroupe à elle seule de nombreux conseils qui peuvent être appris dans les ouvrages de développement personnel. Je vous laisse écouter notre échange qui va à coup sûr vous apporter une bouffée d'air frais. Prenez quelques minutes pour lui envoyer tous les commentaires positifs que vous voudrez. Elle le mérite et ça lui fera énormément plaisir, j'en suis sûre. Je vous laisse à présent écouter notre conversation. Bonjour Mamie Jo. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir accepté d'être l'invitée de mon podcast aujourd'hui. Avec grand plaisir. Ça me fait très plaisir d'être ici, chez vous, dans le sud de la France. Ouais. Le soleil n'est pas très présent, mais bon, ça fait rien, il est dans le cœur. Voilà, exactement. Alors parce qu'il y a une histoire entre Mamie Jo et ce podcast, donc je vais en parler après. Ou non, je vais en parler tout de suite, ça sera mieux. Donc j'en parle maintenant. Donc Mamie Jo, pour les personnes qui nous écoutent, je l'ai rencontrée au printemps, au mois de mai, me semble-t-il, oui, c'est ça. À un événement dans le sud de la France où elle présentait, où elle défilait pour les mains de mamie, dont on parlera plus tard dans cette interview. Et du coup, après son défilé, on a échangé ensemble et vous m'avez énormément touchée au cœur de par votre authenticité, ce que j'aime beaucoup avec les gens que je côtoie, votre authenticité et votre manière de voir la vie. Parce que moi qui suis coach de santé, qui suis aussi infirmière, j'ai pu voir au cours de mes expériences professionnelles que la santé, c'est aussi une philosophie de vie. Et je l'ai senti quand on a parlé ensemble, et c'est très important, et surtout dans la santé mentale, mais pas que, d'avoir aussi cette philosophie de vie et ce recul sur la vie qui m'a énormément apaisée et fait de bien quand j'ai échangé avec vous. Waouh. Et quand c'est sincère. Et d'ailleurs, j'avais versé quelques larmes ce jour-là. Oui, c'est vrai, c'est bien. Parce que quand on parle avec le cœur, les bras s'ouvrent. Voilà. Et du coup, j'avais demandé à Mamie Jo si elle voulait faire une interview. Alors c'est venu je ne sais d'où, parce que j'ai dit ce qu'elle dégage et ce qu'elle envoie et l'énergie qu'elle propage autour d'elle, j'ai envie que d'autres puissent l'entendre. J'ai envie qu'elle puisse aider, parce que je sais que Mamie Jo aime beaucoup la transmission, on va en parler aussi, et la transmission aussi de l'expérience de vie et de toutes ces choses que vous avez pu acquérir au fur et à mesure de votre vie. Et donc, ça me tenait à cœur que le public puisse entendre aussi votre voix. Et c'est pour ça que j'ai décidé ce jour-là de créer le podcast, qui est celui-ci maintenant. Et donc, c'est vraiment une interview très importante pour moi, puisque c'est grâce à Mamie Jo que ce podcast a vu le jour. Voilà. Donc, merci. De rien. Écoutez, moi, je suis très honorée d'être la petite étincelle qui a fait que peut-être c'est un nouveau virage de ta vie. On se tutoie, on oui. Dit, hein. Allez, on se tutoie. Un nouveau virage de ta vie, et si ça peut t'ouvrir d'autres portes et voir d'autres choses avec d'autres petites étincelles, d'autres petites lumières, écoutez, voilà, ce sera un héritage. On va dire ça comme ça. C'est exactement ça. Le sourire jusqu'aux oreilles pour ceux qui vous n'avez pas l'image, moi je l'ai. Donc, Mamie Jo, donc je peux te tutoyer du coup. Et comment? Je fais partie des jeunes malgré mon grand âge. Non, très je peux, oui, absolument. C'est parti. Tu peux. Alors, première question, pour rentrer dans le vif du sujet. Mamie Jo, comment te sens-tu à l'aube de tes 70 ans? Ouais, je pourrais même dire à l'automne, parce que l'aube, c'est... Voilà, mais moi je dirais l'automne de mes 70 ans. Ok. Non? Ou l'automne de ma vie, on va dire plutôt ça comme ça. D'accord. Eh bien, je me sens avec avec 3 fois, pratiquement 2 fois et demi la jeunesse, puisque 30 ans, plus 15 ans, ça fait quoi? 55, plus 15, ça fait encore 60, et pratiquement j'ai 3 fois 20 ans, 3 fois 30 ans, 3 fois jeunesse, donc j'ai de multiples vies, et je me sens extrêmement bien. Par contre,
Ok, d'accord, le matin on se lève, on a quelques petites douleurs dans le bas du dos, dans les jambes, tout ça. Et ben, il suffit simplement de prendre une belle et grande respiration, de s'étirer un petit peu, et puis la journée va commencer. Et voilà, donc tout va bien. Ok. En fait, quand je t'entends, pardon, je Oui. prends l'habitude, quand je t'entends, ça a l'air assez simple de vivre bien. Tout a l'air simple en fait. Et pourtant, dans nos vies à nous, les plus jeunes, tout est un peu, parfois, souvent, compliqué. C'est quoi le secret de Mamie Jo pour que la vie soit si simple? Alors le secret, est-ce qu'il y a vraiment un secret? Je suis pas sûre. Il y a surtout un état d'esprit, il y a surtout une société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans laquelle je suis née moi. Je crois que, première chose, je crois devoir remercier peut-être mes parents, mes grands-parents, en tout cas ma famille, les gènes que l'on m'a transmis. Parce que je pense que j'ai d'abord cette chance d'être tombée dedans. Je suis comme ça naturellement depuis que je suis toute petite. Au fur et à mesure du temps, j'ai grandi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait un peu d'Afrique, mes enfants sont allés à l'étranger, donc tout ça, ça a évolué et je me suis rendu compte que nous sommes tous des gens égaux. Mais quand je dis égaux, on a tous une tête, des yeux, une bouche, des bras, un corps, un cœur. Et c'est aussi, je pense, tout simplement le fait de s'accepter tel qu'on est. On ne peut rien faire que de s'accepter. S'accepter, c'est le mot, c'est, je dirais, le mot qui est le fil conducteur de ma vie. On a tous des moments compliqués, c'est normal, mais ce n'est pas nos moments compliqués, ce n'est pas nos problèmes, ce n'est pas notre tristesse. C'est la tristesse de façon générale, c'est le bonheur de façon générale, c'est tout le monde a son lot de problèmes, son lot de joie, donc on est tous identiques. C'est de se dire que tout simplement, bien la vie, c'est quoi la vie? D'abord, c'est très court. Il y a des tas de choses que l'on ne voit pas aujourd'hui dans votre vie, à vous, les trentenaires ou les quarantenaires, parce que, alors, je suis mal placée pour en parler là, puisque je suis devant un podcast et un micro, mais il y a aussi réseaux sociaux, il y a télévision, il y a tous ces reportages, il y a tous ces médias, entre guillemets. Alors, je ne suis pas contre, parce que je les subis, et je les regarde aussi, et je les écoute. Par contre, il faut savoir que nous, à nos âges, on a été éduqués et élevés par des gens avec leurs histoires, avec leurs traditions, par des personnes, alors je parle bien sûr de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, qui nous ont appris à regarder une fourmi, à regarder un oiseau, à écouter un oiseau, à sentir une feuille, à ramasser des champignons ou à ramasser des bogues de marron, de châtaigne. Donc des choses simples, et tout ça, ça nous a construit, on a été élevés avec, c'est comme des champignons, on a été élevés comme des champignons. Mm-hmm. À l'époque, il n'y avait pas les Coca-Cola, les jus d'orange, les Schweppes, les machins. On avait un petit peu d'eau, peut-être un peu de citron de temps en temps dans l'eau, et puis on a été arrosés avec des choses complètement naturelles. Et moi, je me souviens d'une chose que mes parents me disaient, je pense encore à eux tous les jours, parce qu'ils sont toujours avec moi, même s'ils ne sont plus là de façon physique, mais ils sont dans moi. Et je me dis, ils me disaient, tu sais, on n'a pas beaucoup, on ne peut pas t'offrir beaucoup de choses. Enfin, je dis m'offrir, j'ai une sœur, donc c'était à toutes les deux. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas très riches, c'était des ouvriers, mais ils nous ont donné cette richesse de la vie en nous offrant ce cadeau qu'est le respect des autres, le respect de soi. Le cadeau que sont tous ces principes de base qui font que tu es en bonne santé. Tu auras des problèmes, c'est normal. C'est comme la rose, hein, on la regarde, elle a des épines, la rose. Mais elle est tellement belle, elle sent tellement bon. Eh bien, la vie, c'est ça. La vie, c'est une rose. Il ne faut pas oublier qu'elle a des épines, mais si on regarde la rose de façon générale, on voit beaucoup plus la fleur, la beauté de la fleur, ses couleurs, son odeur, que de se piquer. Parce qu'il faut simplement faire attention et prendre la chose, la vie comme elle vient, et de se dire, ok, aujourd'hui, il ne fait pas beau, c'est pas grave. Allez, s'il ne fait pas beau, qu'est-ce que je peux faire ce jour-là? Pleurer, me dire, oh non, qu'est-ce que je peux pas aller là, je peux pas. Eh bien, on va trouver autrement. On va trouver autre chose, tricoter par exemple.
Ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, de se dire que ce moment-là, peut-être, il est fait tout simplement pour se poser. La pluie est là pour se dire, tiens, il pleut, je veux pas que tu sortes, alors pose-toi. Peut-être que ce jour-là, on peut, je sais pas, moi, prendre un petit bain tranquillement, en se disant que demain, il fera beau. Puis, si on me laisse parler, je vais parler. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est le but. Voilà, je me dis aussi souvent, qu'en chaque individu, il y a plusieurs personnes. Alors, je ne parle pas de ces maladies que l'on peut... Oui. Ok, je parle simplement de schizophrénie. J'aime les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui vous nourrit. C'est quelque chose qui existe dans chaque individu. Je dis souvent, dans chaque personne, dans chaque individu, dans chaque cerveau, dans chaque cœur, il y a des petits tiroirs. De la même façon que nous avons tous une paire d'yeux, une paire d'oreilles, une paire de bras, etc., on a tous le même nombre de petits tiroirs. Ces petits tiroirs, ils sont là. Ils sont là à votre disposition, à la disposition de tous. Il suffit simplement de se dire, tiens, mais oui, c'est vrai, je vais ouvrir celui-là aujourd'hui, ou celui-là, et puis je vais regarder ce qu'il y a dedans et je vais m'en servir. Si on ne se pose pas en se disant, et en ouvrant toujours le même tiroir de la colère, ou du mépris, ou du dégoût, ou des choses négatives, on ne va pas voir que juste à côté de ces 3 petits tiroirs-là, on a celui de la joie, on a aussi celui de la surprise, et puis celui du bonheur. On a tous les mêmes tiroirs, il faut les ouvrir. J'ai fait à chaque fois, alors je philosophe beaucoup, je fais beaucoup de métaphores, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Une coach, Mamie Jo. Les métaphores, c'est le truc des coachs. Voilà, donc je dis ça parce que mes enfants, c'est pareil, ou mes enfants ou d'autres, je le dis à beaucoup plus de personnes que ça, je disais, il faut ouvrir les fenêtres de la même façon que le matin. On ouvre ses fenêtres pour aérer sa maison. On va dire que la maison a besoin d'être aérée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, pas de choses, des choses un peu... Voilà. Eh bien, nous, l'individu, c'est la même chose. Il faut absolument s'ouvrir aux autres, mais avant de s'ouvrir aux autres, il faut d'abord s'ouvrir à soi-même, savoir ce que l'on est, et on est tous capables de tout. Il suffit simplement d'oser. Peut-être qu'il y en a qui vont le faire de façon très spontanée, ou peut-être un peu plus timide. Peut-être il y en a certains qui vont mettre peut-être 1 an, ou peut-être certains vont devoir se faire aider pour ouvrir ces petits tiroirs. Mais tout le monde a la possibilité d'être heureux, je crois. Moi, personnellement, c'est chaque jour. Il y a même des moments où je me dis, je me regarde, malgré ma bonne humeur et mon optimisme, et ça, j'y peux rien. Souvent, on me dit, de toute façon, toi, tout est bien, partout où tu vas, tout est bien, tout va bien. Tu es un peu dans le monde des bisounours. Oui. Merci, j'en suis fière. Je suis quand même réaliste et je vois les choses. Mais j'essaie de me convaincre souvent, de me dire, la vie, ok, il y a des choses terribles, surtout en ce moment. Mais il y a tellement de choses bien aussi. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire. Par contre, sur soi-même, sur son voisinage, et d'abord sur soi, parce que pour pouvoir être heureux avec les autres, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aimer, pour pouvoir vivre tout simplement, il faut s'aimer soi-même, s'accepter. Alors moi, je donne juste un petit conseil. Très bien. Le jour où ça ne va pas, où vous êtes triste, où vous vous trouvez moche, où vous ne savez pas comment vous habiller, où vos cheveux sont gras, ou peut-être vous avez, comme une des personnes de 70 ans, des rides sur les yeux, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était canon. Vous allez dans votre salle de bain, vous vous enfermez dans votre salle de bain, vous vous regardez dans votre miroir et vous vous parlez, comme si vous parliez à quelqu'un à qui vous vouliez dire « Allez, regarde-toi ». Rappelle-toi, il y en a qui sont malades, il y en a à qui il manque un œil, qui manque un bras, il y en a qui sont très pauvres ou très, très, très riches. Parfois, les très riches sont aussi très malheureux. Mais bon, toi, allez, en face de toi. Je suis là en face de toi. Dis-moi réellement où est ton problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ton patron, il t'a fait une remarque ou quoi? Bon, est-ce que tu es renvoyé? Ou est-ce que vraiment tu n'as pas de quoi t'acheter, je sais pas, un petit beefsteak, un petit truc? Et là, si vraiment vous vous trouvez face à cette personne qui est en face de vous, qui ne pourra pas vous donner cette réponse parce que vous vous parlez à vous-même, mais ça va vous permettre de poser les questions, de les poser à quelqu'un, parce que vous n'allez pas poser ce genre de questions
même ne serait-ce que votre famille, parce que la famille, elle est impliquée dans votre tristesse ou dans votre bonheur, peu importe. Mais c'est vous, avec vous. Et moi, je fais ça très souvent. Ça m'est arrivé d'être dans ma salle de bain et que mon mari vienne. Écoutez, il me dit, mais ça va? Oui. Maintenant, il sait. Moi, je le faisais assez souvent et je l'ai encore fait encore plus le jour où ma maman est décédée parce que j'avais du mal. Elle a eu cette bon sang de maladie qu'on appelle le crabe. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et là, je pensais à elle parce que malgré son âge, elle avait 89 ans, elle avait une super pêche et elle me disait, moi je veux bien mourir parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mais je ne veux pas mourir de cette maladie. Et c'est justement cette maladie qui est arrivée là. Donc quand elle est partie, je suis moi-même rentrée dans une grande colère. Grande colère, mais vraiment. Et j'ai mis près d'1 an et demi à me raisonner. C'est-à-dire que ça ne m'a pas empêché d'être positive, mais très souvent, ma positivité se transformait rapidement en tristesse, en laissez-moi tranquille, en attention, je vais pleurer, mais bon. Et là, je me suis dit, Jo, ça suffit maintenant. Tu n'es pas la seule à avoir perdu un membre cher. Alors stop. Tu pleures. Si tu veux maintenant pleurer, si tu veux râler, si tu veux être triste, direction devant ton miroir. Parle-toi et dis-toi, est-ce que tu es quelqu'un d'exceptionnel là? Toi seule et dans cette tristesse? Toi seule et malheureuse? Non. Alors maintenant tu te bouges et tu sors. Et donc, naturellement, comme si quelqu'un m'avait parlé, comme si ça avait été je sais pas moi, pas un médecin ou un psy, c'est quelque part, on s'auto-psychanalyse, ou Questionne en fait. Questionne. En fait, est-ce que le secret, ça serait pas de passer du temps avec soi? Mais bien évidemment. Et que dans cette société, on passe du temps avec beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'informations extérieures de partout, des publicités, des réseaux sociaux, des écrans, du travail, des objectifs. On en reparlera après de ce fameux mot objectif. Et du coup, le secret, c'est aussi de prendre du temps avec soi et de se comprendre. Et on parle aussi des émotions, je reviens sur ça. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les émotions dans mon profession. Et beaucoup de maladies, pour avoir exercé ma profession d'infirmière, sont liées au fait que les émotions sont réprimées et donc s'impriment en nous et développent des pathologies. Donc maintenant, c'est assez connu. Et c'est vrai. Et tu parlais de tous ces petits tiroirs et je trouve que c'est très très bien imagé du coup, de ne pas rester à côté de ses émotions, de reconnaître ses émotions. Et pour le faire, c'est vrai que c'est important de ce que tu dis, de passer du temps avec soi. Bien sûr. Donc ça serait un de tes secrets de Mamie Jo. Absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de conversation, quand j'ai commencé à parler un petit peu, je dis simplement, alors c'est pas de l'égocentrisme en se disant je m'occupe de moi, mais c'est de se dire si moi je veux transmettre des bonnes ondes, si je veux aider, si je veux donner du sourire, si je veux dire bonjour à quelqu'un dans la rue avec un sourire, mais il faut d'abord que moi je sois heureuse, il faut que je sois positive. Si c'est pour transmettre de la tristesse, si je suis toujours dans une espèce de carcan, une espèce de carapace, avec « oui, j'ai des problèmes, je suis vieille, oui, j'ai 70 ans, j'ai des rides, et puis mes cheveux blancs ». Moi, j'ai décidé de ne pas me colorer les cheveux. Mes cheveux vont grisonner, mais je me dis que, en fait, je me dis « mais t'es à la mode, Jo, regarde les jeunes aujourd'hui, ils se colorent les cheveux en blanc. Yes ! T'as encore gagné un petit peu d'âge, oui, t'es retourné un petit peu dans le temps. Eh bien, il faut positiver surtout, je me dis… C'est pareil, les rides, c'est terrible. Vous ne le savez pas, vous encore, vous êtes toutes jeunes avec vos rides, même si les premières s'installent. Oui. Mais j'observe parfois sur des petites photos que mon mari fait avec mes petits-enfants. Je souris naturellement, je suis assez expressive, je le sais. Et en fait, je regarde ces photos et je me dis, waouh, franchement. Puis après, réflexion, parce que là aussi, je me dis, mais attends, mes rides, qu'est-ce que c'est? C'est mon livre d'images. C'est toute ma vie, en fait, c'est une histoire, en fait. Oui. C'est carrément une histoire. Alors, pourquoi cette chirurgie esthétique? Pourquoi aller se transformer? C'est ce que l'on représente au fur et à mesure du temps qui passe, et je parle de mon âge, puisque c'est aussi l'objet, c'est de se dire, on m'a transmis cet héritage. Aujourd'hui, si je vais me caricaturer avec de la chirurgie esthétique ou avec ceci ou cela, mais je ne suis plus moi, je ne vais pas me reconnaître et je risque peut-être d'être malheureuse parce que, et sans doute peut-être certaines le sont ou certains le sont, on ne se reconnaît plus.
Parce que, mine de rien, si on a aimé fortement ses parents ou ses grands-mères, et au fur et à mesure du temps qui passe, on se dit, mais j'ai l'impression de revoir ma maman. Moi, je ressemble beaucoup à ma maman. Alors, quelquefois, ça me perturbe parce qu'on me dit, mais Joe, c'est terrible, c'est incroyable, comme tu ressembles à ta maman. Alors, ça me perturbe un peu en me disant, ouais, mais ma maman, je l'ai connue, oui, mais elle était plus vieille que moi, ma maman. Et en fait, ça te remet. Bien sûr. Eh oui, ça te remet dans la réalité. Ouais. Eh bien, oui. J'ai ce plaisir d'être allé là jusqu'à 70 ans. C'est pas donné à tout le monde. Et ben, je me dis, yes, j'ai encore gagné un challenge et j'espère bien vivre encore très longtemps. Non, le secret de la vitalité. Je veux des secrets. Le secret dû à la positivité, c'est surtout de s'écouter soi-même, de s'occuper, de prendre du temps pour soi, quitte à se mettre dans un canapé à ne rien faire de la journée si on n'en a pas envie. C'est de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller faire un petit hammam. Ah mais oui, mais tu vas y aller toute seule, j'ai pas envie d'y aller toute seule. Bah, pourquoi tu n'irais pas toute seule? Moi, j'y vais toute seule. D'aller au cinéma toute seule. Tiens, je vais aller au cinéma. Bah oui, mais personne ne veut venir avec moi. Et alors? Vas-y toute seule. Toi et toi. Personne pour te contredire ou te dire oh ben le film était moche, qu'est-ce que t'en penses? Non, non, moi je pense ce que je pense, j'étais très contente, je suis allée là, j'ai fait ci, toute seule, je fais toute seule, marcher toute seule, se regarder, prendre un petit bain, faire les choses seule. C'est comme si il y avait ce double. On n'est jamais seul en fait, on est toujours accompagné par le moi intérieur et on en a tous un. Regardez à l'intérieur de vous par le biais de votre miroir. Vous allez vous voir et vous allez vous découvrir et vous allez pouvoir ouvrir tous ces petits tiroirs. Peut-être que les clés du tiroir sont juste là dans votre poche. On ne sait pas. Regardez, ouvrez vos tiroirs. C'est vrai ce que je dis. C'est très vrai, surtout que c'est avec nous qu'on... Enfin, on va rester avec nous jusqu'au bout du bout, même si on est accompagné, comme voilà. Mais c'est vrai que d'être bien avec soi, après, tout ce qui se passe autour de nous ne peut pas nous impacter puisqu'on est bien avec nous-mêmes. Donc, c'est un secret très précieux et à mettre en place. C'est pas toujours évident, mais à mettre en place. Je voulais parler au niveau de l'âge, parce que bah, du coup, tu ne te caches pas du tout d'avoir bientôt 70 ans. Non. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe dans notre société où on a peur de vieillir. Justement, on essaye de faire de la chirurgie esthétique, de camoufler les couleurs, ça fait un peu peur en fait de vieillir. Et d'un autre côté, on a envie de vieillir. Nous, les jeunes, on a envie de vieillir parce qu'on a peur que la vie s'arrête. Donc on veut vieillir et on a peur de vieillir en même temps. Donc c'est quand même un sacré paradoxe. Et souvent, les gens ont dit aux dames, il ne faut pas demander l'âge à partir d'un certain moment, ça ne se fait pas, etc. À partir de... Et là, je sens, quand tu parles, qu'il y a une fierté, en fait, d'avoir 70 ans bientôt. C'est vraiment une fierté, ça va même être fêté en famille, etc. Est-ce qu'il y a un moment où... Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu étais gênée de dire ton âge et il y a eu un déclic? Comment ça se passe, en fait? À quel moment on passe du moment où on a peur de vieillir, où on est fier de vieillir? Alors, en fait, si je dois te répondre, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te répondre à ta question parce que je n'ai jamais eu ce problème. Quel que soit le moment de ma vie où j'ai grandi, où j'ai vieilli, je n'ai jamais eu ce problème. Jamais. Je me suis toujours dit, vis ton moment présent. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde bien, ce qui est derrière nous, on ne peut rien y faire. Ce qui est devant nous, on ne sait pas, c'est l'inconnu, on ne sait pas, on ne peut rien y faire. Par contre, la seule chose sur laquelle on peut faire quelque chose et on peut gérer, c'est là, maintenant, tout de suite. Et maintenant, tout de suite, ça peut être à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, c'est le moment présent. C'est d'essayer de rester, de garder cette espèce de fil conducteur qui fait que, voilà, prends ce que tu prends au passage. C'est exactement comme un grand supermarché. On va dans un supermarché, alors on arrive avec son caddie, qu'est-ce qui t'intéresse? Ça te plaît, ça? Tu le prends, tu le prends là, tu le prends là. Et à la fin, parfois tu te dis, oh, ben non, mais ça, j'aurais jamais dû le prendre, c'est trop cher ou c'est pas bon. Bon, ok, tu le sauras pour la prochaine fois. C'est la même chose, la vie. La vie, c'est de prendre tout ce qui passe. C'est de prendre le sourire. Vous savez, quand on sort, moi, je dis facilement bonjour et je parle facilement. J'ai cette facilité, ça n'est pas donné à tout le monde, je le conçois et je le reconnais. Mais ça peut se travailler. Je sors dans la rue, qui que ce soit, je vais dire bonjour avec un sourire. Qu'est-ce que peut faire la personne en face de moi si je lui souris? Première chose, elle peut me répondre par un sourire. Deuxième chose, elle peut peut-être se moquer parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que là celle-là? Et là je vais déclencher quoi? De l'humour, encore un sourire, parce qu'elle se moque, donc elle va rire, même si elle se moque de moi, c'est pas grave. Par contre, si je passe à côté de quelqu'un sans lui dire bonjour, ou peut-être en lui disant un bonjour très bref et très froid,
bah, qu'est-ce que va dire la personne? Si je lui dis pas bonjour, elle va dire, bah, non, celle-là qui est prétentieuse, paf, négatif. Si je lui dis un bonjour trop froid, elle va me répondre de façon très froide, donc qu'est-ce que je vais ramasser, moi? Quelque chose de négatif. Donc c'est des petites choses simples de la vie, ça. D'essayer d'être le plus naturel possible. Ça, c'est un. De se respecter soi-même. D'essayer d'être le plus clair possible. Quelque chose ne va pas avec l'un ou l'autre. Parfois, on dira, ah, bah, je ne vais pas le dire parce que si je le dis... Non. Parce que si tu ne le dis pas, c'est toi qui conserves cette chose négative en toi. Ça te reste là, sur le cœur ou dans la gorge. Et à chaque fois que tu verras cette personne, il y a quelque chose, il y a un grief là qui va bloquer. Alors, on va pas la convoquer, mais on va choisir peut-être un moment, on va se dire, c'est là. Il faudra que je lui parle. Je ne sais pas quand, mais il faudra que je lui parle. Donc les jours vont passer, et puis un jour, par hasard, parce qu'on va la rencontrer, c'est sûr, on va se dire, bah tiens, ça y est. Hop, et on va glisser ça, gentiment, en lui disant, ne pas lui dire, tu sais, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Lui dire, l'autre jour, j'ai été triste. J'ai été triste parce que j'ai cru comprendre, eh bien, que s'était passé ça, que peut-être je t'avais, comment dirais-je, vexé, je n'ai pas compris pourquoi, est-ce qu'on peut revoir, et peut-être que la personne va dire, de quoi tu me parles, j'ai oublié. Pour un peu, elle ne saura même plus de quoi. Mais vous l'aurez gardé, ça, et ça vous aura fait mal. Donc, simplement, essayez de ne pas agresser l'autre, parce qu'il y a déjà une agression, mais simplement de se dire, peut-être qu'on peut reparler, tu te rappelles l'autre jour ce qui s'est passé, donc moi, ça m'a rendu triste, ça m'a vexé, ça m'a rendu triste, est-ce que tu peux m'expliquer? Soit elle dit qu'elle a oublié, soit elle va vous expliquer, et pour un peu, tout va s'arranger. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser les choses comme ça. Ça aussi, ça fait partie des... Bien sûr. Donc ça soulage, ça enlève et ça vous libère des neurones. Exactement, oui. Pour aller voir un bon film, pour aller se manger une gentille glace, bien, je ne sais pas, pour aller voir une copine. C'est ça. Et puis, si parfois vous vous sentez un petit peu esseulé, ne pas se dire « Oh là là, elle ne m'appelle jamais » ou « Il ne m'appelle jamais », ceci, ça. Peut-être se dire bah, « C'est normal. Moi, j'ai un peu plus de temps en ce moment. J'ai essayé de la joindre. Sans doute qu'elle est fort occupée. A priori, il n'y a pas eu de problème. Donc, c'est d'essayer de, voilà, à chaque fois, d'essayer de trouver, de se dire comment est-ce que je peux arranger ou tourner la phrase pour que eh bien, tout se passe bien et que j'essaie d'ouvrir un petit peu cette porte qui a l'air un peu grippée, hein, d'y mettre un petit peu d'huile là pour que tout se passe bien. En fait, je bois. Je suis désolée. Non, c'est parfait, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve ça très très intéressant et c'est sûr que ça va aider beaucoup de personnes qui écoutent parce que il y a de la communication non violente, il y a de l'intelligence émotionnelle. Enfin, moi qui apprends et qui suis assez studieuse et qui lit tout ça, c'est ce qui est écrit dans les livres et c'est ce que de grands coachs disent. Mais vraiment, c'est du développement personnel. Enfin, vraiment. Donc, je sais pourquoi je suis là. Bon. Parce que c'est des choses qui paraissent peut-être simples pour toi. Complètement. Enfin, alors que c'est la recherche du bonheur que beaucoup d'entre nous, dans nos âges, plus jeunes, 30, 40 ans, même des fois 25 ans, ou même peut-être 50 ans, recherchent dans des livres, dans des formations, dans des séminaires, parce que tout ça, c'est pas inné. En fait, on dirait que c'est inné. Comment tu étais quand tu étais petite, adolescente, jeune femme, jeune fille, quand tu étais comme nous, les 30-quarantenaires qui ont des enfants, qui doivent gérer le travail, etc. Est-ce que tu avais cette même philosophie de la vie, ou est-ce que tu es venue après? Alors, comme je disais, de toute façon, au fur et à mesure du temps qui passe, on prend les expériences des uns et des autres, on prend les idées, on voit comment ça se passe. Donc bien évidemment, on ne peut pas être exactement la même personne quand on a 10 ans, ou voire 20 ans ou 30 ans qu'aujourd'hui. On évolue. Et notre petit sac à dos qui grossit. Donc on a tout un tas de choses derrière. Mais on adapte, c'est là où on se dit, bon. Et quand j'étais... alors, j'ai toujours été très, 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 comment dirais-je, proche des gens. Je me souviens, ma mère m'a mise à l'école, J'ai été à l'école à 2 ans. Pourquoi? Parce que a priori, je parlais déjà très facilement et j'avais une autonomie assez large. Donc, elle m'a dit, comme je suis née en décembre, bon voilà, comme j'étais plus souvent dans ses jambes, elle travaillait en usine, et mon père aussi. Ma sœur était déjà à l'école, donc elle m'a dit, on va essayer. Donc, on est allé à l'école. Et en fait, elle me dit,
à chaque fois que j'allais te chercher, je parle d'hiver, hein, je parle donc de l'année suivante, où je suis en décembre, donc j'insiste, il y avait une espèce de... Je me souviens, et c'est très marrant parce que je me souviien de ça, il y avait un grand préau dans cette école, et plein de petits bancs où ça attendait les enfants attendaient les parents, et il y avait un petit guignol, une petite marionnette, je ne sais pas qui faisait ça. Et elle me dit, à chaque fois que je venais te chercher, tu n'étais jamais prête. C'est-à-dire que j'habillais, j'aidais les autres petits, qui étaient plus grands que moi, à mettre les manteaux, les écharpes, les bonnets. J'étais habillée si petite, 3 ans en fait. J'étais toute petite. Et déjà, à cette époque-là, elle me dit, tu étais un peu la mascotte de l'école parce que tu te mettais derrière le guignol. Enfin, bien sûr, j'étais beaucoup trop petite, mais j'essayais de faire le guignol aussi. Mais surtout, je m'occupais des autres avant, en me disant, moi, je sais comment je vais faire, mais pour vous, puisqu'il y en a qui pleuraient, qui attendaient le papa, la maman, et donc je les habillais. Donc c'était ça. Et puis ensuite, j'ai grandi avec cet esprit et j'ai surtout un très bel héritage, je dirais, d'éducation de la part de mes parents qui n'ont pas été à l'école beaucoup. Ma mère a été à l'école jusqu'à 12 ans, mon père jusqu'à 10 ans, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Et en fait, mais ils m'ont tellement transmis les principes de base de la vie, c'est-à-dire on vit en communauté. Respecte les autres, respecte-toi et tout se passera bien. Sois indépendante, travaille, sois honnête, consciencieuse, professionnelle. Respecte celui qui va t'offrir le travail, qui va t'offrir le gîte ou qui va t'offrir, en tout cas, sache que là, si on te donne quelque chose, tu remercies et éventuellement, dans un deuxième temps, tu peux rendre à ton tour, le jour où tu pourras. C'est pas toujours simple, selon le chemin de la vie, on ne sait pas. Mais c'est toujours ça, c'est resté dans mon esprit. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants aujourd'hui, à mes petits-enfants. C'est de dire, rien n'est grave. Tu as cette valise-là, tu as ce potentiel-là, fais avec et essaie de l'élargir dans le mieux possible, le plus positivement possible. Essaie de prendre chez les autres, entre guillemets, prendre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout ce que je pouvais apprendre. Alors c'est vrai que je suis très portée sur les émotions, je suis très portée sur l'aide aux autres, je suis très portée sur la confiance. C'est ça qui nous fait grandir. Pourquoi ? Parce que l'homme est le plus intelligent des animaux, mais il peut être aussi le plus cruel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme peut tout. Et c'est ça qui parfois peut être dangereux. Donc on va essayer d'être, si on est, comment dirais-je, très conscient de tout ça, il faut se dire que on va laisser la cruauté animale aux vrais animaux, ceux qui ont besoin de manger, qui sont obligés de tuer pour manger. Mais nous, l'homme, notre intelligence va faire qu'on va séparer ça. Nous sommes des animaux aussi, mais nous, on va essayer de se servir de notre intelligence pour garder, pour ne faire en sorte qu'il n'y ait que les choses bonnes. Je parle pour moi, parce que malheureusement, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a quand même des hommes ou des êtres humains qui sont plus dirigés vers l'animal cruel qu'autre chose. Mais de mon point de vue, de ma façon de vivre, j'ai toujours priorisé cette partie positive parce que je me dis, si tu veux vivre bien, et tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes notre meilleur ami, notre meilleur ennemi aussi parfois. Tout dépend comment on se considère, comment on se respecte soi-même. Donc si on veut bien vivre avec le moins de mots MAUX cérébraux ou de mots physiques, parce qu'on le disait, et tout part du petit moteur là-haut, il faut essayer de bien se porter et donc d'essayer de... Et c'est simple de bien se porter. Alors oui, aujourd'hui, avec les enfants, là, ils m'énervent, les devoirs, et puis vite, je rentre de boulot, et puis qu'est-ce que je vais faire manger, et puis c'est pas grave. Alors, je vais donner un exemple. Je ne sais pas si ma fille va écouter un jour le podcast. J'en suis à hier soir, mercredi. Elle travaille, on a la petite avec nous. Hier soir, elle devait, pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas rentrée à la maison parce que son mari travaille, etc. Donc, il rentrait tard. Elle avait dit, est-ce qu'on peut rester manger toutes les deux avec vous ? Bien sûr. Elle posait la question à ma petite fille, qu'est-ce que tu vas manger ? Elle a 6 ans. Bon, la petite fille, elle jouait, etc. Puis Hélène, ma fille, qu'est-ce que je vais lui faire manger ? Mais ne t'embarrasse pas. J'ai proposé à ma petite fille, je dis, hey, tu sais quoi ? Ça te ferait plaisir de prendre un petit déjeuner alors que c'est la nuit et qu'on va aller se coucher. Alors ma petite fille m'a regardé avec un sourire jusque-là. Oh, il y en a nous un petit déjeuner. Je dis, voilà, ton repas est réglé. Parce que si elle lui avait peut-être préparé quelque chose qu'elle ne voulait pas, elle n'aurait pas mangé, ça aurait été Ne vous embarrassez pas avec des choses qui ne sont pas embarrassantes. Ah mais ça c'est le luxe d'être grand-mère.
Mais non, Non. mais même. Mais j'ai été maman, rappelez-vous. Oui. À chaque fois, on me dit, tu es grand-mère, soit. Mais avant, c'est ce que C'est j'ai à ça. mes enfants. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai 4 petits-enfants. Mais n'oubliez pas que si j'ai 4 petits-enfants, c'est que j'ai été maman à un moment donné. Tu veux pas manger? Alors oui, bien sûr, je l'avoue. Il y a eu des moments où je me suis un petit peu énervée parce que j'avais une fille qui ne mangeait pas énormément. Donc ça a été un petit peu catastrophique quand il a fallu se fâcher. Mais bon, c'est normal. Il y a les excès, on a le travail, il y a la vie de tous les jours, il y a les enfants qui pleurent, qui veulent pas ci, qui veulent pas ça. Mais bon, après, justement, je suis grand-mère et je vous donne des conseils maintenant que je sais, moi, C'est ce ça. qu'on peut faire. C'est que je vous dis à vous, si votre enfant vous casse les pieds un soir, c'est pas grave. Il ne mange pas un soir, c'est pas grave, il mangera mieux le lendemain, l'enfant ne se laissera pas mourir de faim. Il y a tout un tas de petites choses comme ça où il faut relativiser. Alors, je vais revenir sur le fait que... C'est bon? On a une petite clochette de chien parce Il qu'on va est venir. dans le salon on est dans Oui. la cuisine de Mamie Jo et Oui. il y a son chien qui nous tourne autour avec sa petite clochette parce que Mamie Jo adore les animaux. Voilà, Euh, il va aller faire son petit tour. de ce que j'entends là, tu parlais de tes parents qui n'avaient pas forcément fait d'études et en fait, on est dans un monde où l'intellect est beaucoup mis en avant. Et l'école que toi tu parles et que tes parents t'ont inculqué, tu me dis si ces mots sont faux ou si ça te parle, ça résonne en toi, mais moi j'entends que c'est l'école du cœur. Absolument. Et on parle beaucoup de revenir aux choses simples et les gens c'est ce qu'ils recherchent parce que tout est fatigant, tout est trop dans notre société Absolument. et on dit revenir à la simplicité, mais est-ce que la simplicité ça serait pas simplement de lâcher un peu la tête et de revenir Et à la comment simplicité du cœur? Et comment? Et comment? Mais comment? Mais c'est exactement ça, quoi. On n'avait pas beaucoup de choses à la maison, mais ils m'ont transmis une richesse bien plus... Et je on suis bien ça plus se ressent, heureuse. ouais. Une richesse émotionnelle, une richesse du cœur, c'est le plus bel héritage, mais je préfère qu'il m'ait laissé ça que des maisons à Beverly Hills ou je ne sais où, ou même des... Enfin, bien sûr que l'argent, on en a besoin, mais l'argent, on peut essayer d'en créer, d'en avoir, mais ce que vous ont laissé vos parents, alors bien sûr, ça aussi, c'est compliqué, toutes les familles ne sont pas identiques, mais la richesse du cœur, c'est-à-dire que si vous, aujourd'hui, vous êtes parents, bien, lâchez un peu tout ce qu'on peut vous préconiser avec les publicités, avec tous ces réseaux sociaux qui vous indiquent de faire ci, de faire ça. Non, 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 non. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, il n'existait pas. Et que nous aujourd'hui, enfin, moi, grand-mère et d'autres grand-mères et d'autres personnes, on a bien vécu. Et nos parents ont vécu les guerres. Et ils ont bien vécu aussi. Alors bien sûr, il y a eu la guerre. Mais je veux dire qu'à partir de ça, ils ont appris à faire leur pain, à travailler de leurs mains, à travailler la terre. Alors aujourd'hui, qui peut dire que leur préoccupation principale, c'est d'aller dans le jardin ou de regarder une fourmi? Moi, avec mes petits-enfants, l'été, les tablettes et tout ça, j'ai beaucoup de mal à les laisser regarder les tablettes, et ça, ils le savent. Par contre, je leur dis, venez, on va se mettre à 4 pattes dehors et on va regarder les fourmis passer. Et ça, c'est ça aussi l'école de la vie. La vie, ça veut dire quoi la vie? Ça veut dire des cœurs qui battent, ça ne veut pas dire des réseaux sociaux, ça ne veut pas dire de la publicité, ça ne veut pas dire tout ce qu'on peut entendre, la drogue ou ci ou ça. C'est pas ça la vie. Tout ça, je vais employer des mots terribles, mais ça peut être la déchéance, ça peut être... c'est que de la cruauté, c'est que du mensonge aussi, parfois. Mhm. La vie, c'est un cœur qui bat. Donc, on écoute son cœur, on écoute le cœur de la forêt, on écoute le cœur des animaux, on écoute le cœur de son voisin, des gens qui nous entourent. Et on essaie de transmettre, justement, de tisser ce lien. Et c'est vrai que ça me paraît tellement évident et simple pour moi que... j'essaie de transmettre et j'espère que tout ce que je dis, ça va. Alors bien évidemment, hein, c'est comme quelqu'un qui veut vendre, il a, je sais pas moi, 1000 articles à vendre, donc il doit passer des coups de fil. Si dans ces 1000 coups de fil qu'il va essayer de joindre, s'il en a 10 qui font mouche, Bien sûr. eh ben, moi je suis comme ça, je serais la plus heureuse du monde si mes paroles là, celles que je dis Mais c'est aujourd'hui, évident. peuvent toucher et peuvent aider à certaines ou certains à se rendre compte que ils sont vivants. Le simple fait d'être vivant. Parenthèse, allez dans votre salle de bain, regardez-vous, parlez-vous. Je vous jure que ça peut marcher. Et puis n'hésitez pas à vous faire des grimaces, ou même peut-être à vous mettre en colère devant la glace.
faut exprimer en fait, exprimer. Voilà, absolument. On dit tout ce que ne s'exprime pas s'imprime. Donc exprimer la joie, en fait, derrière chaque émotion, toi qui es pro-émotion aussi, se cache un besoin. Par exemple, la joie, ça se partage. Complètement. Les peurs, on a besoin de se sécuriser. Il faut capter quelle est... Mais en fait, voilà, il faut prendre du temps, exactement ce que tu disais, avec toi. Et dans notre société, et encore un peu plus les femmes, on est très culpabilisés, nous, en tout cas, à nos âges, et je pense que ça devait être pareil à l'époque, et même peut-être pire, de prendre du temps pour soi. C'est un peu égoïste ou culpabilisant quand on est mère, parce que les femmes, nous, on s'occupe plus des maris, des parents, des enfants, voilà, et moins de nous. Et du coup, quand on prend du temps pour nous, ben c'est vrai que c'est assez... Faut dire ce qui est. Hein. Je pense que je révèle pas un truc, voilà, un secret voilà, mais c'est culpabilisant. Et du coup, ben, on passe toujours après. D'ailleurs, les rendez-vous médicaux pour les femmes sont en pourcentage de report de rendez-vous médicaux les plus reportés parce qu'elles attendent. Et il y a des retards de diagnostic. Et du coup, c'est important que tu le dises vraiment parce que d'être bien avec soi-même, c'est être bien avec les autres. Et du coup, tu peux partager ton bonheur, partager ta joie. Donc... Tout à fait. Mais de toute façon, là, une chose sur laquelle on ne pourra rien changer, c'est que la femme reste le pilier du monde. Hein. Donc la femme, quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui ça s'est vraiment libéré, la femme restera toujours l'élément le plus important. Girl power. Non mais c'est vrai, on porte le monde, on porte la vie déjà. Donc ça c'est un énorme avantage. Et on a, souvent on le dit, on a un peu de la multiprogrammation dans nos cerveaux. Donc on pense à plusieurs choses à la fois. Et ça, parfois, c'est physiologique aussi. L'homme est différent de la femme par sa physiologie, par son physique. C'est anatomiquement, comment dirais-je, oui, c'est considéré. C'est écrit, c'est comme ça. Donc, par contre, c'est vrai que la femme, et ça, tu le dis, et ça fait partie aussi de l'éducation que nous avons eue quand on était jeunes. Parce que, bah voilà, quand on allait à l'école, quand on a appris, justement, qu'on avait enseignement ménager à l'école, où on apprenait à faire des ourlets, à un peu tricoter, à repasser, à cuisiner, on nous disait que c'était pour que notre mari qui parte travailler dans la journée soit heureux et content d'avoir une maison tenue et d'avoir une femme qui puisse lui tricoter ou lui refaire ses ourlets, etc. Donc déjà, on nous avait un petit peu ancré ça dans la tête. Bon, heureusement, tout ça, ça a évolué. Et aujourd'hui, les hommes sont quand même beaucoup plus présents à la maison, même si c'est pas encore à notre niveau, girl power, mais quand même par rapport à l'époque de nos parents, à moi je parle de mes parents, ça a quand même beaucoup évolué, parce qu'à l'époque de mes parents, et il y a beaucoup qui seront là pour le dire, c'est que le mari rentrait du travail, il s'asseyait et c'était tout. Et après, la soupe était dans l'assiette ou le repas, et il venait s'asseoir. Moi, je l'ai vécu, mais sans que ce soit quelque chose de dramatique, c'était quelque chose de normal, de traditionnel. La femme, ma mère a travaillé aussi, elle rentrait du travail, elle préparait son repas, elle avait les enfants. Mon père s'asseyait, regardait le journal. C'était normal, c'était quelque chose comme ça, on ne critiquait pas. Tout doucement, ça a évolué, et Dieu merci, ça a évolué. Mais s'occuper de soi. Vous êtes les reines, les filles. Vous êtes des reines. Et les reines, elles ont leur cours, rappelez-vous. Est-ce que... tu dirais, Mamie Jo, parce que je sais que donc du coup tu as perdu ta maman, ça a été une étape difficile pour toi, et c'est parce que vous étiez très fusionnels, de ce que j'ai pu comprendre, et donc ça a été difficile. Donc toi aussi tu as eu des périodes de down, on dit ça, de bas en fait. Mais est-ce que tu penses qu'il faut avoir traversé ces... Parce que du coup après ça tu t'es relevé, donc tu t'es regardé dans le miroir, tu t'es dit allez ma cocotte, faut y aller, au bout de... tu as traversé quand même ton deuil. Et à partir après ça, du coup, tu es partie dans l'aventure des mains de mamie, on en reparlera après. Est-ce que tu penses qu'il faut traverser des moments de souffrance pour réussir à se rendre compte de... Parce que tu as dit une phrase, tu as dit « à partir de maintenant, je veux faire uniquement ce que j'aime ». Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut avoir frôlé de près la mort d'un proche ou une maladie grave pour nous, etc., pour se rendre compte qu'il est essentiel de faire des choses qu'on aime? Est-ce qu'avant ça... tu étais un peu déjà dans cette optique ou c'est vraiment... Est-ce que tu penses qu'il faut... Voilà. Alors, je vais pas dire que c'est une règle générale pour tout le monde. Je vais dire que ça l'a été pour moi, effectivement. Mais c'est souvent le cas, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, bon, ok. Donc là, je ne veux pas non plus parler pour toutes ou tous, mais en tout cas, je parle pour moi. Et je pense qu'effectivement, je pense que quelqu'un... Et on peut l'entendre, des gens qui ont frôlé la mort dans leur accident ou quoi, ils se disent... Ils ont l'impression de renaître dans une nouvelle vie. Donc oui, fait que je pense que la grande souffrance, ça peut alors aider, je ne sais pas, mais ça contribue à un nouveau virage dans la vie. À se dire, là, il s'est passé un truc complètement terrible, j'ai failli, bon, il s'est passé ça, et moi-même j'ai failli aller très loin, très profond.
J'en suis sortie et maintenant, je ne veux faire que. Donc ça dédouble un peu cette envie d'être positive, cette envie de s'occuper de soi, cette envie de se dire, bon attends, surtout là maintenant, moi ça s'est passé il y a 5-7 ans, oui, maintenant, donc j'avais 62-63 ans, je me suis dit, bon, je suis là aussi, pas très loin de ma retraite, pas très loin... alors j'ai tout arrêté, effectivement, je me suis arrêtée de travailler, j'ai dit, je vais accompagner ma maman et je ne veux faire que ce qu'il me plaît. Terminer les objectifs, terminer les salaires, terminer les heures supplémentaires, terminer le trajet sur la route avec les embouteillages. Non, les embouteillages, mes horaires supplémentaires, je les choisirai. Au moment où j'ai envie d'avoir les embouteillages, je partirai à 5 heures le soir sur une autoroute ou sur une route avec un embouteillage parce que je l'aurais décidé. Et ça, c'est fabuleux. Alors bien sûr, ça part d'un moment extrêmement triste et extrêmement dur, mais c'est ce qui rend, encore une fois, la vie belle. C'est-à-dire que on part d'une souffrance, de quelque chose qui est très profond, qui est dramatique, qu'on aurait pu dire, je sais pas, je sais plus, je suis perdu, je sais pas comment faire. Et en fait, tout dépend qui vous êtes aussi, quelle est votre capacité à avoir ce tremplin. Mais si vous suivez ces petits conseils, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. En vous disant, bon maintenant ça suffit. Mets-toi des punaises sur la chaise le matin et hop, tu vas voir, tu vas rebondir naturellement. C'est encore une métaphore, mais c'est quelque chose de très visuel. Plutôt que d'arriver là, en se disant, je suis triste, je ne sais pas quoi faire, j'en ai marre, je pleure, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, ça suffit, ta vie, ton cœur est là, tu bats, tes jambes sont là, tu as encore du potentiel, tu peux parler, tu peux rire, tu peux... Alors sers-toi de tout ça, tu les as. Ne les laisse pas dans ce fameux tiroir que tu as refermé. Pourquoi tu le refermes? Ne le referme pas. Ok, tu as eu droit. Tout le monde a le droit de pleurer. C'est normal. Si nous avons des canaux lacrymaux, c'est ces petits canaux qui sont là au niveau des yeux. Ils servent aussi, bien sûr, à nettoyer quand il y a de la poussière. Donc on pleure. Ils servent quand on rit parce qu'on pleure aux éclats. Mais ils servent aussi, et c'est normal, à exprimer une souffrance, une douleur, une tristesse. Ils sont là pour ça. Autorise-toi à pleurer. Moi, ça m'est arrivé, toujours pareil, au moment de cette grande perte qui a été le départ de ma maman, de me retrouver le soir avec mon mari, on dînait, et je sentais que quelque part, j'avais ce petit bourdon là, et je regardais mon mari, je dis, ne t'inquiète pas, je te le dis, je vais pleurer. Je ne vais pas me retenir, je vais pleurer. Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est simplement, il faut que ça... Voilà. S'autoriser à être soi, s'autoriser à évacuer les émotions. Il était très respectueux de ces moments-là. On continuait de dîner et je reniflais tout en même temps que je pleurais, tout en même temps que je mangeais. Et après ça, j'avais soulagé ce moment triste parce que c'est normal. Nous sommes des êtres vivants. Les enfants sont très forts. Les enfants sortent les émotions comme elles viennent. C'est génial, mais... Voilà quelque chose, Stéphanie, tu viens de dire exactement ce qu'il faut dire. C'est un beau modèle. Vous avez sans doute tous des enfants, des petits, des grands, enfin, surtout des petits parce qu'ils sont beaucoup plus spontanés. Regardez-les, ils tombent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Eh bien voilà, prenez exemple sur vos enfants, la spontanéité. Ils savent pleurer au quart de tour, ils savent rire au quart de tour. Il n'y a rien de plus beau que de regarder, de prendre exemple sur nos enfants. Nous, on a beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit, là, justement, encore une fois, avec tout ce qu'on peut voir, tous ces petits parasites que sont les médias et autres. Mais en fait, voilà, des podcasts comme celui-ci, bien sûr, ça va passer sur un réseau, je ne sais pas comment. Mais là, c'est pour dire des choses qui sortent du cœur, c'est pas... Je ne fais pas de publicité, je dis simplement, je donne mon exemple de vie et je me dis, si ça peut être dupliqué, si ça peut... Voilà, soyez des éponges de ce que je viens de dire, retenez-en ce que vous avez à en retenir et puis... C'est ce qu'on a besoin, on a besoin d'entendre notre génération, d'entendre tout ça. Et en plus, je parle pour mon cas, mais j'imagine qu'on va être plusieurs à penser la même chose. Ça aussi, ça nous fait du bien de se dire, un jour, on pensera pareil. Et vraiment, on va réussir à lâcher prise, parce que le lâcher prise, c'est un très gros sujet de nos jours. C'est un sujet vraiment de jamais réussir à lâcher, de tenir 8 chiens en laisse à la fois, et de ne pas réussir à les lâcher. Et on se dit, mais comment concrètement on peut arriver à le faire? Donc de savoir qu'avec le temps, absolument. Alors, il ne faut pas se dire, oh là là, j'ai écouté Mamie Jo, là, demain matin, je vais faire ça. Non. Non.
Tout le monde va aller s'acheter des miroirs. Déjà, Leroy Merlin. Pardon, je peux peut-être pas dire de marque. Non, mais bien évidemment, quand je vous dis ça, encore une fois, c'est le chemin de ma vie. Donc j'ai été comme je suis comme ça depuis longtemps. Bon, après, chacun va le faire tranquillement. Rien ne se fait du jour au lendemain. En général, c'est comme n'importe quel gros projet que vous avez de construire une maison. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui j'ai décidé de construire une maison, le lendemain vous êtes dans votre canapé. Non, c'est pas possible. On y réfléchit, le temps passe, on choisit, on prend le temps, on choisit le moment, les matériaux. Ben là aussi, on va choisir les moments. Tout ça, ça se fait doucement. Mais c'est simplement de peut-être le garder là, en éveil. Se dire, bon, bah, c'est là, ah, aujourd'hui je suis comme ça, tiens, qu'est-ce que j'avais entendu sur, qu'est-ce qu'elle disait, cette grand-mère là sur le podcast? Ah, oui, elle disait ça. Ah, bah tiens, je vais essayer, juste ça. Et au fur et à mesure, ça va faire un petit peu comme un buvard, c'est comme un duplicate. Ça va tout doucement venir, et puis de ce fait, vous aussi, le fait de vous transformer ou de penser comme ci ou comme ça, eh bien, vous avez vos petits qui sont là juste à côté, qui vont vous regarder, qui vont se dire, ah, sans même en prendre conscience, inconsciemment bien sûr, ouais. Mais qui vont vous regarder, et puis qui vont tout doucement faire un peu comme vous, parce que les enfants, c'est ça aussi, hein, c'est du duplicate, c'est de la transmission, c'est inconsciente ou consciente, mais c'est aussi de la transmission. Voilà. C'est très intéressant pour rester là. Il nous faut Mamie Jo comme les grands. Enfin, je fais une petite aparté simplement pour dire que quand même les grands-parents, pour ceux qui n'en ont plus, pour ceux qui en ont passé du temps avec vos grands-parents, ils sont hyper importants. Enfin, je tiens quand même à le dire là, c'est important parce que c'est un sujet qui me touche et donc ils sont importants dans notre société, dans nos sociétés. Ils ont une place très très importante de par le fait qu'ils apaisent en fait. Ils nous apaisent, ils ont toujours les bons mots. Mamie Jo, tu as toujours le bon mot. J'imagine que si ça allait pas, on pourrait venir vider notre sac de notre charge mentale, tout déposer sur la belle nappe et t'arriverais à nous faire du bien. Et donc c'est vrai qu'on est dans une société où avant les personnes âgées étaient gardées plus à la maison, s'occuper d'eux, c'était en famille. Maintenant c'est plus séparé. Et cette transmission, en fait, je pense que c'est un donnant-donnant parce que les personnes âgées, d'ailleurs, une fois, tu l'as dit dans une interview, que ça te faisait rajeunir de rester avec des personnes plus jeunes. Donc, ça fait du bien aussi aux anciens de rester avec des jeunes. Et les jeunes ont besoin aussi des anciens pour apprendre, pour prendre de leur expérience, pour prendre les conseils. Parce que nous, entre nous, on peut pas s'élever plus haut puisqu'on est tous un peu dans le même... on peut, bien sûr. Il y a le chien qui... le chien se gratte. Voilà, ben oui, on lui a mis cette petite clochette parce que c'est un petit fugueur, donc comme il est extrêmement discret, il peut passer derrière nous et voilà. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Bah, vous êtes chez moi, donc c'est comme ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Oui, effectivement, donc on appelle ça les vases communicants, c'est de transmettre la jeunesse et la vieillesse, ça se communique. Vous nous apportez de la jeunesse, du peps. Voilà. On oublie parfois même qu'on est grand-père, grand-mère. Donc ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Et c'est un vrai bain de jouvence. Moi, je suis ravie qu'on me fasse participer, qu'on m'intègre un petit peu dans toutes ces discussions. Je ne suis entourée que de jeunes personnes. Moi, j'en connais aussi beaucoup de mon âge. Mais en fait, par ce biais-là, donc des mains de mamie, on en parlera comme tu disais. Oui. Et le fait de voir venir à moi de jeunes personnes comme toi, comme il en est arrivé une la semaine dernière ou il y a 15 jours, ou il y a je ne sais plus, de me dire, ben, en fait, ma vie intéresse, c'est génial. Et bien sûr. Ma vie intéresse et en plus, elle peut apporter. Aider, bien sûr. Aider. Je me dis super quoi, super. Donc bien sûr, il est arrivé souvent que des personnes viennent ici en disant le jour, bah voilà, ceci ça va pas. Effectivement, elles se posaient là et je disais c'est pas grave, un petit massage, un petit truc et puis c'était fini. Enfin c'était fini. En tout cas, elles avaient libéré leur tension, on va dire ça comme ça. C'est une parfaite transition pour parler un peu de tes activités, parce que Mamie Jo va avoir 70 ans, mais Jo est très active. Oui, c'est vrai. Et donc, alors là, je voudrais, parce qu'il me semble que mon petit doigt m'a dit que tu t'étais à 63 ans, dans ces eaux-là, reconverti dans le massage. Oui. Voilà. Le toucher a une extrême importance, en fait, sur le bien-être. Il réduit, il a même des effets sur les hormones des défenses immunitaires. Donc, il réduit les virus, il réduit l'anxiété. C'est très, très important. Et du coup, c'est ce que tu fais. Oui. Tu touches. Alors, tu touches déjà dans le attention. cœur. C'est ce que tu nous partages. On n'aura plus que ce toucher-là, du coup, au micro. Mais est-ce que tu fais toujours déjà ces massages ? Absolument. Alors, effectivement, quand je disais tout à l'heure, quand ma mère est partie, je me suis dit que je n'allais faire que ce qu'il me plaisait. Donc, j'ai définitivement arrêté de travailler pour une entreprise en soi.
Et j'ai voulu travailler pour moi. Enfin, travailler, ce n'est même pas un travail, puisque j'ai toujours aimé ça. En plus, je suis aussi Tactile. très, très tactile. À partir du moment où on est dans les émotions, on est aussi un Bien peu sûr. tactile. Donc, j'ai décidé de faire du massage. Enfin, on va dire du soin bien-être. Le massage n'est pas un mot autorisé, si ce n'est pour les kinésithérapeutes. Juste D'accord. comme ça. Ok. Donc, on va parler de soin bien-être relaxant. Et je me suis auto-formée, oui, auprès d'une école qui s'appelle La Passerelle, qui est à Aix. Donc, j'ai effectué entre 50 et 60 heures de cours que je me suis auto-financée. Et puis à partir de là, comme ma chère petite maman nous avait laissé une place, elle vit avec nous depuis 20 ans, donc elle vivait ici. Elle nous avait laissé gentiment sa place. Et bien à cette place-là, j'ai aménagé un petit salon dans ma maison. Mais attention, en aucun cas je ne souhaitais faire du massage ou du bien-être en tout cas, tel qu'on peut l'entendre, c'est-à-dire comme les personnes qui en font un travail, parce qu'elles veulent travailler, elles veulent gagner leur salaire. Non, moi c'était uniquement pour le plaisir. C'était bien évidemment, on me donne quelques petites choses pour dire de payer mon huile, etc. Mais ça n'est vraiment c'est-à-dire que le massage, je vais en faire 2, 3, 4 par semaine, voire parfois 15 jours, je n'en ai pas, et puis ensuite je vais en avoir 5 ou 6. C'est très varié, c'est vraiment très ponctuel. Mais je ne veux pas en faire plus, c'est-à-dire je veux ne faire ça que pour mon plaisir. Et non pas de me dire, j'en ai encore un. Non, je ne vais pas enchaîner 2, 3 massages d'affilée. Non, il n'en est pas question. Je veux me consacrer à la personne qui vient me voir. Donc, à l'occasion tout à l'heure, si vous voulez, je vous ferai visiter. Ah, oui. Mais je ne veux vraiment que faire ça pour le plaisir. Bon, a priori, ça marche, parce que les gens reviennent. Donc, oui, parce que c'est pareil, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec l'envie. Oui, et c'est fait avec amour. Probablement. Oui, sans doute. Mais en tout cas, vraiment envie de le faire. Donc, et c'est vrai que c'est le toucher, avec tout ce qui s'est passé, avec la pandémie, etc., ça a été un peu mis de côté. Exactement. Voilà, beaucoup mis de côté. J'avais, en fait, en coaching, on dit, même en tant qu'infirmière, qu'on a besoin de 4 câlins par jour pour survivre, parce que le câlin, c'est du lien, et ça permet de survivre, vraiment. De 8 pour fonctionner et de 12 pour croître. Donc le toucher, d'ailleurs, en réanimation, on remplit des gants. Enfin, nous, on faisait ça. Donc on remplissait des gants avec du sérum physiologique qu'on mettait dans la main des gens qui étaient endormis pour qu'ils aient cette sensation du toucher et qui aide à la guérison vraiment. Donc le toucher, c'est très important dans le bien-être, donc dans le bien-être et du coup dans la santé, dans la prévention santé. Mais je reçois du massage aussi. J'ai une amie qui fait aussi des massages, des soins bien-être, et on s'échange une fois par mois. Super. Une fois, elle vient chez moi, et je suis très demandeuse aussi. Je veux dire que ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, encore une fois, le toucher, parce que je trouve que... Alors, ça, c'est le massage. Je donne des petits cours de théâtre aussi, parce que j'ai fait pendant 15-16 ans, j'ai fait du théâtre aussi. Donc, voilà, on nous a sollicité avec une amie pour redonner ces petits cours de théâtre. Et en fait, ça fait partie aussi des choses que je leur fais faire, et j'ai commencé, et je vais probablement poursuivre, c'est de se toucher physiquement. C'est-à-dire que on ne se touche pas assez aujourd'hui. Comment on fait déjà? On fait high five ou on fait des checks? Ouais, des checks, bien sûr. Ça, c'est bon, voilà, c'est des choses d'aujourd'hui. Mais se toucher simplement. Sentir que tu existes et moi, je te transmettre peut-être une chaleur ou une pression, tu vois, c'est très important ça aussi. Donc je fais aussi ça. Et puis, voilà, il y a Aurélie avec les mains de mamie. Voilà, on y vient, l'activité. Et puis il y a les voyages aussi, puisque j'ai des enfants à l'étranger, donc ici. Donc, mais il y a aussi, surtout, maintenant, pour la plupart du temps, c'est la plus grosse activité, on va dire que c'est quand même les mains de mamie. Alors, les mains de mamie. Oui. Tu nous racontes? Bien sûr. Il faut savoir que les mains de mamie, à l'époque, je connaissais Aurélie avant que les mains de mamie n'existent, puisque nous avons travaillé une petite dizaine d'années ensemble. Aurélie, c'est la fondatrice, la cofondatrice avec son frère, pour ceux qui ne connaissent pas, des mains de mamie. Donc les mains de mamie, c'est une société qui, donc... Voilà. Donc à l'origine, c'est donc Aurélie, dont on parle, avec une grand-mère qui existe toujours, qui est toujours là, qui malheureusement a aujourd'hui Alzheimer. Et à l'époque, elle était très fusionnelle avec Aurélie, puisque cette grand-mère a beaucoup transmis, comme nous on le fait aujourd'hui avec nos enfants, nos petits-enfants, cette grand-mère a beaucoup transmis, elles étaient assez aussi fusionnelles toutes les deux. Puis aujourd'hui, malheureusement, la communication a été rompue par malheureusement, c'est le biais de cette maladie.
Et donc en 2016 ou 2017, je ne sais plus, bon, ça remontera pas si loin que ça, nous avions quitté l'une et l'autre l'entreprise dans laquelle on travaillait ensemble. On avait travaillé ensemble pendant une dizaine d'années. Et elle m'appelle un jour en me disant, mais Joe, j'ai un projet, voilà, je t'explique, tu sais, ma grand-mère, je dis, oui, je suis au courant, voilà, mais j'ai un projet, j'aimerais justement, ça me manque beaucoup, et j'aimerais remettre en contact des grands-mères avec des jeunes personnes par le biais du tricot. Alors elle me pose la question de savoir si je sais tricoter. Je dis, bah oui, bien sûr, je sais tricoter, puisque nous, on a appris ça, ça fait partie de notre éducation. Voilà, est-ce que tu accepterais de te lancer dans l'aventure avec moi en transmettant justement par le biais d'ateliers de 2 heures des cours pour apprendre à des personnes qui aujourd'hui voudraient le tricot, il y a aussi le crochet, il y a aussi la broderie. Et là, j'ai lui dit, non Aurélie, non, oublie ça ma chérie, le tricot, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Moi, je me cache pour tricoter, ça va jamais marcher. Mais si, je t'assure Joe, tu vas voir, c'est très à la mode. Et donc, elle m'a gentiment harcelée. J'insiste avec ce mot parce que c'est vraiment ça. J'ai fini par lui dire oui, parce que je me suis dit, bon, ça va pas durer, quoi. On va faire ça 1 mois et puis c'est fini. Et en fait, non, ça n'est pas fini. Alors, il y a eu atelier, donc c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire qu'on allait dans des boutiques qui acceptaient de nous allouer un espace chez eux. On transmettait donc le tricot à des personnes qui s'étaient inscrites sur les sites internet. On transmettait donc pendant 2 heures dans une ambiance très amicale et très voilà. En plus, moi grand-mère, souvent des jeunes personnes, il y avait encore ce lien et cette espèce de transmission, d'échange, de vase communicant où moi je me retrouvais avec des jeunes, donc paf, je pouvais à nouveau être une jeune et elles apprenaient de moi, donc tout était bien. Et puis ça a duré et puis malheureusement on a tous connu ce cher invité que personne n'avait voulu chez soi, qui s'appelait Covid, qui a tout arrêté. Et là, grosse tristesse, parce que Aurélie s'est dit, oh là là, mais comment je vais faire? C'est dommage d'avoir été si loin avec les mains de mamie, dans le tricot et dans tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour que tout s'arrête. Donc elle a eu cette idée géniale, et donc juste toujours en collaboration, en association avec son frère John, de se dire, et si on essayait de créer notre ligne de tricot? Est-ce que vous, grand-mère, alors quand moi je dis vous, dans le sens où au départ j'étais seule, la première grand-mère, j'ai coutume de dire la première maille des mains de mamie. Ensuite on a été 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis enfin bref, on en est aujourd'hui à plus de 100 grand-mères. Et elle nous a posé la question de savoir est-ce que vous seriez d'accord pour tricoter, puisque de toute façon on ne peut rien faire, hein, tout le monde est à la maison, vous pourriez tricoter et puis on va essayer de vendre sur internet, on va voir. On a accepté, puisque ça nous donnait aussi une raison de s'occuper à la maison, ce qui est toujours compliqué. Surtout, encore quand on a une famille, des petits-enfants, des enfants, mais parfois on a des femmes qui sont seules à la maison, des grand-mères qui sont toutes seules, loin de leurs enfants. Et oui, isolées, etc. Oui. Exactement. Donc ça leur a permis d'avoir quand même une activité. On a dit oui. Et puis, c'est ce que tout le monde connaît, enfin ceux qui connaissent les mains de mamie, voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Au début, c'était une petite association, puis c'est devenu une petite start-up, puis aujourd'hui, c'est carrément une entreprise où nous sommes, alors au jour d'aujourd'hui, un peu plus de 100 grand-mères réparties en France. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails, parce que comme j'ai aussi souvent l'habitude de dire, je ne suis qu'une grand-mère tricoteuse. Donc, pour tous les détails de il faut aller podcaster Aurélie. Exactement, c'est Aurélie qui vous donnera donc tous les détails. Mais en tout cas, vous vendez en tout cas vous créez. Absolument. Alors nous sommes des pièces individuelles. Auto-entrepreneurs, ça c'est important de le dire. En aucun cas nous travaillons, parce que ça c'est pareil, un travail ça veut dire salaire. Là c'est simplement une occupation supplémentaire. Bon, bien sûr, on est auto-entrepreneur, ça veut dire qu'on décide d'accepter ou de refuser. Vous êtes libre et c'est un choix personnel. Moi l'an dernier, je suis restée 6 mois, j'ai dit à Aurélie, oublie-moi. J'ai des voyages, j'ai des tas d'occupations, j'ai les anniversaires, je pars. Donc moi, je ne fais rien pendant 6 mois. Je n'ai rien fait. En fait, ça permet aux mamies de s'occuper, de se faire quand même une petite rentrée d'argent. Absolument. De partager aussi entre vous et de transmettre aussi ça autour de vous dans les ateliers. Absolument. Et puis de permettre de faire découvrir aussi le tricot aux acheteuses. Exactement. Qui sont dans nos âges à nous et qui ont envie d'avoir de belles laines qui sont faites par des grands-mères en France. Oui.
Et qui, voilà. Et qui sont faits avec des matériaux, avec des matières très nobles, puisque c'est de l'angora, c'est de la soie, c'est du mohair, c'est vraiment des belles laines. Et puis, justement, ça permet pour des personnes, des mamies, des grands-mères, je les appelle aussi des mamies, parce qu'on est mamé, mamie, mané, enfin bref, mère-grand, pourquoi pas, parfois qui sont seules et qui n'ont pas la famille autour d'elles ou pas de famille du tout, ça leur a permis d'avoir une nouvelle famille. Et ça, c'est hyper important parce que Aurélie et John, donc, qui sont les cofondateurs de cette superbe société, ce sont aussi, comment dirais-je, il y a maintenant d'autres personnes qui sont avec eux, qui sont Anaïs, la styliste, il y a plusieurs personnes qui sont là et qui communiquent beaucoup, justement, c'est ça, c'est que nous ne sommes pas isolés à la maison. Je parle surtout aussi pour celles, donc ces grand-mères qui sont toutes seules, elles sont souvent en communication avec toutes ces personnes, ou Aurélie, ou John, ou peu importe. Donc elles ont recréé autour d'elles une famille, un cocon, donc elles ne sont plus seules, et ça c'est hyper important. Et ce petit pécule, ce petit apport financier, ce petit plus financier que nous avons, selon les grand-mères, plus ou moins, ça dépend, eh bien ça nous permet quoi ? De gâter nos petits-enfants, de se payer un petit resto de temps en temps, de se faire un petit voyage, ou de compléter en tout cas la somme qui nous manque. Et ça c'est hyper important. Quelle joie de se dire, en regardant nos mains, de se dire « Oh, ce sont ces mains-là qui ont permis ça, de se payer ce petit plus ». Parce qu'on parle souvent de retraite, de grand-mère, on imagine les grand-mères. Non, les grand-mères, c'est plus que ce que c'était. Ce ne sont plus des petites personnes voûtées, habillées tout en noir. Non, aujourd'hui, on est rempli de couleurs, de dynamisme. On est dans la couleur, dans les vêtements, dans les yeux. On a on a encore de très, très nombreux projets devant nous. Bien sûr, 70 ans, c'est jeune. C'est carrément... Oui, mais il n'y a pas si longtemps, 70 ans, c'était la fin de vie. Ah oui. Donc aujourd'hui... Mais il reste encore dans l'esprit de beaucoup de personnes que des personnes de 70 ans, c'est fini. C'est déjà, on arrive à la retraite, c'est 60 combien aujourd'hui? J'ai oublié. 65. 65 déjà, 65 ans en retraite. Alors quand on en a 5 de plus, voire 15 de plus... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais pas du tout. Moi, j'ai une tante qui a 102 ans encore aujourd'hui. Bon, malheureusement, ça y est, elle est plus seule. Mais il y a 6 mois de ça, elle était encore seule chez elle. Donc non, les personnes retraitées, alors je parle des femmes comme des hommes, parce que les hommes sont aussi actifs. On ne va pas non plus les mettre trop de côté. Qui sait? Peut-être un jour, on va avoir des hommes dans les mains de mamie et on nous appellera les mains de papy-mamie. Mais pour apprendre, parce que pour le bricolage, par exemple, apprendre, il y a plein de choses qui pourraient transmettre. Mais bien sûr. On ne dit pas Fontaine, je ne boirai de ton nom. Peut-être que ça viendra. Bien sûr. Qui sait. En tout cas, voilà. Donc, c'est une très belle aventure. Et je dis souvent à Aurélie, je ne cesse, enfin, je n'ai pas de moment où je me retiens de lui dire, si ce n'est de lui écrire, ou quand je la vois de lui dire merci encore. Je parle de moi dans le sens où je me dis, moi qui avais déjà ce tempérament de vie, d'activité, de multitude de choses à faire, ça m'a redonné un coup de boost. Alors j'imagine les personnes qui étaient seules, je parle de grand-mères, qui font partie du Mamie Gang, qui étaient seules, qui étaient dans leur coin, qui étaient isolées de leur famille, ou qui peut-être n'ont pas de famille, ou peut-être qui sont, je ne sais pas, souffrantes, qui ont donc des problèmes. J'imagine ce que ça peut leur apporter aujourd'hui. Et on a eu l'occasion de se rencontrer il n'y a pas si longtemps lors de Mamie Brunch avec d'autres mamies qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir encore, puisqu'elles sont maintenant dans le sud-est. On a fait ça sur Marseille. Et il y en a une, entre autres, qui disait « Mais moi, je revis. » Je lui dis « Mais attends. » Elle me dit « Mais je t'assure, je revis. » Elle avait 5 enfants, elle est veuve, je crois. Les enfants, il n'en reste plus qu'à la maison, les autres sont déjà partis. Elle dit et je ne savais pas trop, parce que toute sa vie, elle a passé son temps pour ses enfants, son mari. Et là, d'un coup, un peu désemparée. Et là, elle dit, mais c'est arrivé comme un cadeau. Et je trouve que c'est... Parce qu'elle a su aussi saisir l'opportunité. Soit, mais oui, encore une fois. Voilà, c'est ce que si on laisse passer la chance... Voilà, il faut l'attraper quand elle arrive. Voilà. La chance, elle passe là. C'est comme les saisons, elle passe tous les ans. Tous les ans, au moment de l'été, au moment du printemps, elle est là. Le printemps, il revient tous les ans. Mais la chance, c'est pareil, elle revient. Mais il faut la prendre au moment où... Quand on est beaucoup trop âgé ou beaucoup trop vieux, ou peut-être on est souffrant, on ne peut plus l'attraper, la chance, c'est fini. Donc c'est maintenant.
Je mettrai les liens en description pour les mains de mamie, avec l'Instagram, Merci. avec le site, etc. Parce que c'est les mains de mamie qui a fait que nous nous sommes rencontrés. C'est vrai. Et Aurélie, dans son discours, parce qu'elle a fait un discours ce soir-là, qui m'avait énormément touchée, où justement elle parlait de sa grand-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai senti beaucoup d'humanité aussi, et d'authenticité, et d'amour, ce qui manque un peu dans la vie. Donc, tu disais au début, c'est un peu le monde des bisounours, comme si c'était quelque chose de péjoratif. C'est un peu péjoratif, en fait, de dire elle se croit dans le monde des bisounours, parce que moi, on me le dit aussi souvent. Alors que finalement, moi, je trouve que c'est la base de la vie, en fait. Et c'est ce qui me touche. Et du coup, je pense aussi, de ce que j'entends de ce que tu me dis pendant tout ce que tu nous as partagé, et merci, c'est que pour vivre longtemps, et se sentir bien et être sereine, épanouie comme tu l'es, c'est d'être alignée. On parle beaucoup d'alignement et on sent que ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, c'est ensemble en fait. Et c'est un peu le secret d'être bien. Oui, sans doute. Encore une fois, il n'y a pas de calcul dans ce que je fais. Je le fais tellement spontanément. C'est tellement, parfois même, je dirais que pour rire un peu, faire un peu d'humour, parfois quand je me trouve avec mes enfants, mon fils ou ma fille qui ont 44 et 41 ans, il y a des moments où je me dis où est la mère, où est l'enfant? Parce que je sais, j'ai probablement, inconsciemment, mais en tout cas probablement, gardé mon moi enfant Bien sûr. à l'intérieur. Et je veux surtout le conserver. Alors, il y a des moments où je lui dis, hop, tu te calmes là, tu es en compagnie où il ne faut pas qu'il sorte parce que bon. Et puis il y a des moments où je sens qu'il est là et qu'il a envie de jouer. Donc, vous m'auriez vu hier, moi je suis à quatre pattes avec ma petite fille sur mon dos, je crie, je fais la folle, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème non plus physique, donc tout va bien. Mais parfois, et puis j'ai ma fille qui discute avec mon mari de choses sérieuses. Je suis à côté en train de faire l'imbécile. Et oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Mais qu'est-ce que être ça soi-même, fait du bien? oser Oui, être absolument. soi. Mais bon, non. Voilà, je pense qu'effectivement, je suis comme je suis. Mais si je peux être quelque part, une petite image qu'on peut regarder en disant « Waouh, il y a du soleil là, tiens, il y a des petites lumières où il y a des étages. » Eh bien, allons-y. Hein, Mamie Jo, distributeur de bonheur. C'est ça. On va dire ça comme ça. Ben, merci, c'est une très belle image. Je la prends. Ouais. Je la prends. Merci beaucoup. On va bientôt terminer. Il me reste 2 petites questions. Qu'est-ce que la petite... alors, ça ne sera pas Mamie Jo, ça sera la petite Jo, dirait à Mamie Jo, si elle la voyait maintenant? Alors, je vais être encore très spontanée, parce que je n'ai pas préparé, tu ne m'as pas donné cette question. C'est très... non. Je dirais... Coucou, Mamie Jo. T'es super, tu vois, j'aurais jamais imaginé que t'aurais été comme ça, Mamie Jo. Eh ben, moi, je suis trop contente. Eh, tu sais quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mal. Eh ben, je t'ai jamais quitté, je suis là, je suis dans ton petit cœur. Reste comme tu es, et moi, je vais vieillir avec toi, comme une petite poupée de silicone que t'aurais gardée dans ta poche. D'accord, ma chérie, on va faire comme ça. Et moi, je garderai tout près de moi, et je te prendrai de temps en temps, je dirais... merci papa et merci maman de m'avoir construit comme je suis. Je fais tout comme vous m'avez dit. Super. Merveilleuse réponse. Et on sent les cours de théâtre. Alors, il faut savoir que j'en ai jamais pris. Tu en donnes? J'en donne. Ben, on voit aussi... déjà qu'à 3 ans, tu dirigeais voilà. le guignol fois, de l'école. Alors. Je ne sais pas comment te dire. Et puis, j'ai peut-être autre chose, c'est que, comme je dis souvent, parfois, il faut que je me reconcentre, parce que, en fait, j'aime tout. Le problème, il est là. J'aime le sport, j'aime les animaux, j'aime la cuisine, j'aime le bricolage, j'aime tricoter, j'aime les enfants, j'aime les grands, j'aime les vieux, j'aime... Il y a des moments où je me dis, mais c'est pas possible, il y a bien quelque chose que tu n'aimes pas. Oui, la comptabilité, je suis pas trop fan. Mais bon, ça peut aussi servir. On peut faire 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait une belle ronde de 5 ou 6 enfants qui s'amusent et qui sont heureux, on peut dire ça, mais sinon, non, je ne suis pas fan des chiffres. Mais tu te concentres, tu vois, ça c'est... Enfin, on va jamais finir ce podcast, donc après... C'est terrible. Ah, mais si tu veux rester non, là... parce que je rebondis sur... Oui, je vois, il y a une table de massage, il y a tout ce qu'il faut, mais je vais rester, il y a le chien. Oui. Mais c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, là, quand tu expliques ça, tu pourrais dire, il y a des gens qui pourraient dire, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent et qui c'est inconscient, ils font pas exprès, mais de dire je n'aime pas ça, je n'aime pas ci. Toi, tu dis j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oui. Et voilà, ça, non, j'aime pas. Et je pourrais encore, malgré que tu l'aimes pas, tu pourrais. Donc on sent vraiment cette positivité naturelle. Tu vois, c'est vrai, c'est vrai.
C'est ce qu'on dit de moi, effectivement. Je voudrais pas en parler plus parce que ça va faire style. Oh, bah, elle n'est pas très modeste de dire ça, mais en fait, je suis faite de cette patte-là. Mais ça s'entraîne, en fait. Ça s'entraîne pour les personnes qui écoutent et qui ne sont pas comme ça. Ça s'entraîne dans le cerveau. C'est une habitude à prendre, à changer le mindset, donc la manière de penser, et de voir tout en positif. Et il pleut, mais c'est génial. On va aller voir les escargots. Voilà. Et c'est pas il pleut mince, et voilà. Et en fait, ça se travaille. C'est un entraînement si c'est pas inné, naturel. Voilà. Tout le monde n'est pas Mamie Jo de naissance. Excusez-moi. Mais ça se travaille, et après, on peut devenir comme Mamie Jo. On peut le devenir. Donc, Mais bien sûr, tout le monde peut devenir comme moi. J'en suis certaine. Alors moi, encore une fois, c'est naturel. Mais tu le dis, c'est comme n'importe quoi. C'est comme une recette de cuisine. Tout le monde peut faire la même recette. Alors après, chacun va y mettre sa petite touche. Peut-être que le final ne sera pas exactement identique. Mais si vous avez la même farine, si on vous donne la farine, si on vous donne le sucre, si on vous donne tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que vous la ratiez. Bien sûr, c'est à force de s'entraîner. Comme un muscle qu'on musclerait, c'est pareil. Exactement ça. Super. Et comme je suis infirmière, je viens toujours avec mon petit pot de médicaments, parce que j'ai pris l'habitude de donner des médicaments. Elle me regarde avec qu'est-ce qu'elle va me donner. Mais c'est des médicaments qui sont sans effet indésirable, ceux-là, donc ils sont très bien. Il y a même des petits bonhommes qui sourient dessus. Et donc, à l'intérieur, il y a des petits messages. Et donc, moi, ma conviction, c'est que les messages ne sont pas choisis par hasard. Ouais. Donc, je vais te laisser piocher un petit message au hasard et lire la phrase qu'il y a dessus et nous dire ce que tu en penses. Tu peux les... C'est pas un pilulier... Non, mais écoute, moi j'aurais confiance. Si tu me dis prends-le, je le prends. Peut-être que c'est une phrase qui te parlera, peut-être que non. J'ai un petit cœur là. Et c'est très petit, oui, c'est des beaux médicaments. Joli, c'est bleu et blanc, c'est magnifique. Ouais, ça ressemble fortement à une gélule quand même. Et oui, c'est ça, oui. Alors on l'ouvre. C'est le côté infirmier qui... Petit message d'un petit papier orange. Voyons. Et figurez-vous, j'ai même pas besoin de lunettes. La classe. Enfin, la classe, c'est surtout la cataracte et l'opération. Mais là aussi, j'avais 62 ans. C'est de l'autre côté. Ah, pardon. Alors, je la dis à haute voix. Alors, 100% des choses que tu ne tentes pas échouent. C'est évident. Je ne parlais pas des fenêtres et qu'il fallait ouvrir tout à l'heure. Si tu n'ouvres pas tes fenêtres, l'air ne rentrera pas. Si tu n'ouvres pas toi, ton cœur vers les autres, sache que personne viendra te chercher. Donc, il y en a des tas de gens. On est tous pareils, je l'ai dit tout à l'heure, on est tous identiques. Donc, ça veut dire que si toi, tu n'oses pas, si tu ne te tentes pas, si tu ne prends pas la chance, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre à ta place. Donc, tu peux le faire. Tout le monde peut tout faire. Qu'est-ce que tu risques? Tu ouvres une porte, hop, il y a un mur derrière. D'accord, tu la refermes. Tu te dis, c'est pas la bonne, c'est pas grave. Tu sais que derrière, tu en as d'autres, des portes. Tu les ouvres. Celle-ci aussi, oh, encore un mur en briques. Tu la refermes. Tiens, je vais ouvrir celle-ci. J'ouvre et là, waouh, superbe arc-en-ciel. Ça, j'en reviens pas. Et là, voilà une route qui s'affiche devant toi et t'es parti. Bien sûr, 100% des choses que tu ne tentes pas échouent. Tu échoues, bien évidemment. Ça, je suis formellement convaincue. Bon. C'est tellement une évidence. Donc, tentons la chance. Vous tentez pas de jouer au loto? Vous tentez pas de gagner votre petit sou au loto, l'euro million? Moi, personnellement, je ne joue pas. Mais en fait, il y a des tas de gens qui tentent leur chance là-dessus. Alors, tentez-la aussi dans la vie. Bien sûr. Ouvrez les fenêtres et les portes, comme vous le faites dans votre maison. Ouvrez votre cœur et tout ira bien. Merci, Mamie Jo, pour tous ces mots qui nous apaisent, qui nous font du bien dans ce monde difficile parfois pour nous. Avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Écoutez, en tout cas, si ça peut, sachez que c'est pour ce sera mon plus grand cadeau, tiens. Si un jour, tu me dis, au fait, à la suite du podcast, là, j'ai eu quelques retours, ça fait beaucoup de bien. Eh bien, sachez que là encore, ça me fera une grande bouffée d'oxygène et ça me donnera encore plus le sourire. Si vous voulez rendre à Mamie Jo tout ce qu'elle vient de nous offrir, commentez le podcast, envoie-lui beaucoup d'amour, beaucoup de commentaires positifs pour lui dire ce qu'elle vous a apporté à chacun et chacune. Merci Mamie Jo. Mais avec plaisir, et puis on ne sait pas. Peut-être que quelqu'un portera un de vos pulls ou de vos tricots. Voilà. Je ne suis pas la seule à tricoter, bien sûr. Vous savez, on est quand même plus d'une centaine. Et puis au plaisir peut-être de se rencontrer
On ne sait pas, hein, sur la route. Regardez Stéphanie, on s'est vu il y a 6 mois, quelque part là-bas à Cannes. Elle est à Grenoble et la voilà dans le sud. Je le fais tout à fait par hasard. Et en fait, on est là. Voilà, tous les chemins mènent à Rome. Merci bien. Bisous, ciao, ciao.